Robert Guédiguian, le réalisateur, le producteur, l'artiste, nous fait le plaisir d'être dans Rue de la République aujourd'hui. Bonjour Robert Guédiguian. Bonjour. Je suis aux côtés de Léo Purgat, le président, le directeur éditorial de la Marseillaise, pour recevoir donc... Bonjour Léo, pardon. Ce réalisateur marseillais qu'on connaît très bien, 24e long métrage qui sort le mercredi 29. Ça s'appelle La Pivoleuse, Robert Guédiguian. On a hâte que vous nous disiez un petit peu ce dont il s'agit. Alors si on devait résumer, c'est l'histoire d'une aide soignante, un peu Robin des Bois, qui tape un peu dans le porte-monnaie de certains de ses clients, mais de ses patients pour pouvoir tout simplement subvenir à ses besoins et à ceux des plus démunis, comme d'habitude, quoi. Oui, elle essaie d'arrondir ses fins de mois, de se payer ses heures supplémentaires, parce qu'en fait, elle en fait beaucoup. Parce qu'elle est très, très dévouée. C'est une très brave fille, quoi, je dirais, qui bosse pour des gens plus âgés. Donc, a priori, c'est pas bien de voler des gens plus âgés. Mais en fait, elle vole juste ce qu'il faut. Parfois, les changements des billets, c'est-à-dire, si elle a besoin de 5 euros, elle vole 5 euros, pas 10. Donc, elle vole juste ce qu'il lui faut. Et quand on l'appelle la nuit, quand même, elle part en courant pour aller aider ces gens plus âgés qu'elle à passer la nuit, s'ils ont une angoisse en pleine nuit, etc. Donc elle a fait beaucoup d'heures supplémentaires. Mais alors à la fois, évidemment, bien sûr, c'est un personnage qui a quand même un petit grain de folie. Elle est quand même un petit peu névrosée, comme on dit, c'est-à-dire d'où le titre La Pivoleuse. Donc elle a aussi... Alors, elle vole aussi un petit peu pour se payer des tout petits plaisirs. Elle adore les huîtres, par exemple, donc de temps en temps, elle se paie 6 huîtres, voilà. Ce qui n'est pas excessif non plus, d'ailleurs. C'est pas très très cher, 6 huîtres, mais bon. 6 huîtres, et quand elle adore prendre ses huîtres en écoutant de la grande musique, en fait, sur son téléphone portable. Pour payer aussi les cours de piano de son petit-fils. Voilà. Et c'est là, justement, où il va se passer quelque chose d'un petit peu plus grave, c'est-à-dire que son petit-fils fait du piano, elle adore la musique, enfin, et donc elle est très heureuse que son petit-fils fasse du piano. Il n'est pas mauvais, il se débrouille. Et donc, pour lui payer des cours, puis pour la location du piano, que ce soit un bon piano, etc., bon, là, elle franchit un peu la ligne, en fait. Elle va un petit peu plus loin, elle va se faire attraper. Mais tout se terminera bien, en fait. Oui, vous aimez bien quand ça se termine bien. C'est un conte, on le met un peu dans votre filmographie, dans la lignée des contes de Lestac, voilà, avec Marius et Jeannette, etc. C'est un retour aux sources, d'une certaine façon, après un passage par Bamako, même si les thèmes de votre cinéma sont forts et identifiés. Tout à fait. Il faut que j'y aille tous les 10 ans, quoi, à peu près. Une fois. Tous les 10 ans, je vais tourner à l'Estac, voilà. Je tourne à l'Estac, vraiment à l'Estac, je tourne souvent à Marseille, mais là, je tourne le film entier, à quelques exceptions près, quelques séquences près, tourné dans un rayon de 500 mètres autour de l'église de l'Estac-Plage. Donc c'est très, 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 c'est le cinéma de proximité le plus, on ne peut pas faire plus que ça. Et dans ces cas-là, je vais faire le point un peu, quoi. Je vais faire le point sur l'état de notre société, en fait, aussi sur l'état de l'entraide, sur l'état de la solidarité, sur l'état de ce monde-là, et aussi un point sur l'état de mon cinéma aussi. Parce que bon, oui, je vérifie un petit peu je sais pas comment depuis... Comment ça, 40 ans bientôt, comment je découpe, comment j'utilise la lumière, le son, la musique, bien sûr. Donc je fais aussi une espèce de retour. Je me recentre, en fait, si on peut le dire ainsi, quoi. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'avoir un personnage principal qui soit une aide-soignante ? J'imagine que l'actualité de la crise sanitaire, ou peut-être en tout cas de la crise de notre système de santé, vous a inspiré ? Oui, bien sûr, parce que de toute façon, on vieillit de plus en plus, ce qui est plutôt pas mal, évidemment, bien sûr. On ne peut pas le déplorer, ça, c'est une victoire dans la médecine, c'est un vrai progrès. Et pour autant, effectivement, les personnes âgées vivent de plus en plus isolées, et de moins en moins... ils sont de moins en moins aidés, j'allais dire, par leur voisinage immédiat. J'ai l'impression que le film, d'ailleurs, pour le dire, d'ailleurs, Maria, qui est cette aide ménagère, dit à un moment... du film dit... oui, quand elle se fait attraper, d'ailleurs. Elle dit, je suis bête parce que je leur aurais demandé, ils me l'auraient donné. Ce peu d'argent qu'elle leur prend, quoi. Ce qui est probablement vrai, mais je crois que c'est un peu on n'ose même plus demander, quoi. Je veux dire, ça a disparu de nos pratiques et de notre idée du monde. Je crois que si on va pas bien, on n'ose pas demander à son voisin 50 € qu'on lui rendra la semaine d'après, etc. C'est-à-dire ce rapport solidaire au niveau du sol, comme disait Brodel. Moi, j'ai eu Brodel comme prof, c'est une immense historien de la Méditerranée, et qui disait effectivement, tant que le niveau du sol, il appelait ça le niveau du sol, tant que le niveau du sol fonctionne,
c'est que la société n'est pas foutue. Et ce qu'il a, le niveau du sol, pour lui, c'est effectivement tout ce qui se passait hors institution, hors politique, mais il parlait bien du travail au noir. Alors, évidemment, personne ne défend de manière, lucide, etc., comme ça, le travail au noir. C'est très bien qu'il y ait des charges sociales, des assurances, évidemment, bien sûr. Mais quand même, si votre voisin ne va pas très bien et qu'il est peintre en bâtiment, on peut lui demander de venir quand même travailler sur vos propres volets. Et ça lui permet peut-être à lui de passer un moment difficile, et on lui donne une pièce comme ça, donc c'est du travail au noir. Et Braudel disait ça, hein, c'est pas loin de... Il disait aussi d'ailleurs la débrouillardise, en fait, tout simplement, en cherchant des mots très simples. Les gens se débrouillent moins qu'avant, entre eux, je dis bien, hors la politique, hors l'histoire, hors les institutions, voilà. C'est tout l'esprit de votre cinéma, les relations humaines, évidemment. Il y a, pardonnez-moi, mais il y a un esprit clanique dans le bon sens du terme dans votre cinéma, oui. C'est-à-dire le côté bande. Oui. Il est encore présent dans ce film. Oui, mais c'est même moi... Avec les comédiens, avec le lieu, vous l'avez dit. Je suis l'illustration parfaite, moi, de ce que je viens de dire. Hein, c'est-à-dire que je n'aurais jamais fait de film si je n'avais pas été dans la débrouille avec des gens qui sont dans ma proximité immédiate. Je veux dire, donc des amis d'enfance, enfin... des parents, des familles, les premiers films qu'on a fait. Mais vous n'en avez plus besoin aujourd'hui, Robert Guédiguian, de tout ça. Aujourd'hui, quand Robert Guédiguian veut faire un film, on lui dit oui. Oui, c'est vrai. Mais vous maintenez quand même cet esprit. Je suis resté avec eux, oui. Non, mais on a tellement travaillé, je veux dire, on a tellement, partagé la misère, en fait, qu'effectivement, maintenant que ça marche pas mal, on partage aussi le confort qu'on a acquis de haute lutte. Léo Purguette. Mais c'est aussi une image de Marseille. On a parlé spécifiquement de l'Estac, mais c'est une ville qui habite toute votre œuvre. Le précédent film avait d'ailleurs un peu pour toile de fond les événements qui s'étaient déroulés rue d'Aubagne. Est-ce que vous avez eu un œil sur le déroulement du procès de la rue d'Aubagne qui a eu lieu fin d'année dernière ? Oui, un peu. J'ai essayé de suivre un petit peu, bien sûr. Mais enfin, j'ai lu dans les journaux, comme vous le savez, j'habite à Paris, donc je suis pas directement ici je suis pas dans la rue d'Aubagne toute l'année, comme voilà, auprès de la rue d'Aubagne toute l'année. Donc, oui, je crois que le procès, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, je veux dire, toutes les institutions sont mêlées, et comment le fonctionnement, j'allais dire, du logement en France, des propriétaires, du fonctionnement des pouvoirs publics par rapport aux politiques du logement, des assurances, en fait, et des assureurs, en fait, par rapport à ça, comment tout ça dysfonctionne, en fait. Je pense que ça a été une belle révélation de ça, quoi. Avec également peut-être l'humain qui était vraiment au cœur de ces débats qui étaient quelquefois très techniques. Et ce qui était touchant pour les gens qui ont pu suivre les comptes rendus dans la Marseillaise ou sur Maritima, il y avait toujours présent cette humanité. Oui, mais ce qui s'est passé au moment de la rue d'Aubagne et d'un certain point de vue, dans la réaction juste après les événements, c'est assez exemplaire. Hein, les associations de la rue d'Aubagne ont été, je trouve, tout à fait exceptionnelles. J'ai fait des choses avec elles, d'ailleurs, tout de suite. Enfin, tout de suite, j'étais en train de tourner Gloria Mundi quand ça s'est passé. Donc, on a signé des textes, hein, etc. Mais après, quand j'y ai tourné, d'abord, il y avait beaucoup de gens des associations qui étaient figurants dans le film, bien sûr. Je suis allé faire d'autres projections, d'ailleurs, en plein air, l'été. Je me disais même que l'ancien... le lieu, ce qu'on appelait la dent creuse. C'est aujourd'hui la dent creuse. La dent creuse, oui, qui est un terme un peu effectivement étrange, j'ai toujours trouvé ça bon. Mais ça aurait pu être un lieu de projection en plein air aussi, d'ailleurs. Puisque c'était un grand espace blanc. Et il aurait pu y avoir des belles projections en plein air aussi. Ça peut être un projet, d'ailleurs, pour la suite. Vous l'avez toujours en tête ? D'aller projeter. Oui. Ah ben bien sûr. Alors, dans ces réquisitions, le procureur a souligné d'ailleurs l'action de ces collectifs, de ces associations, l'opération Balance ton taudis que la Marseillaise avait lancée d'ailleurs. Est-ce que ça témoigne pas finalement dans cette société individualiste dont on vient de parler, d'un peu de résistance, de résilience marseillaise, vous qui avez fait un peu le tour de France pour présenter vos films, est-ce que vous diriez ça ? Non, mais justement, je parlais de Braudel, c'est-à-dire Braudel parlait de la Méditerranée, hein, quand il parlait de ce niveau qui fonctionnait comme ça. C'est vrai que autour de la Méditerranée en général, d'ailleurs, peut-être à Marseille en particulier, peut-être que, ou Naples, qui est une autre ville que je connais bien, enfin, pour parler bon, est-ce que il n'y a pas quelque chose qui est lié, en fait, au climat d'abord, hein, c'est-à-dire, c'est Marx qui disait au commencement était le climat. C'est-à-dire que,
à partir de cette considération toute simple, en fait, je pense que les gens sont dans la rue en permanence, quoi. Donc, et la rue, c'est un espace démocratique, hein. C'est un espace de rencontre, c'est un espace de débat, c'est un espace de querelle aussi, d'ailleurs, bien sûr, mais c'est bien, il y a évidemment de saines querelles, c'est nécessaire. Donc, je crois qu'à partir de là, effectivement, existe encore des choses, justement, hors l'histoire. Ce que Pasolini appelait hors l'histoire, en fait. Hors l'histoire, ça veut dire hors l'histoire de nos institutions aussi, hein. C'est-à-dire, des choses se passent entre les gens, au niveau le plus intime, en fait, le plus... Et c'est ça la vraie résistance, je crois, hein. Je veux dire, on parle beaucoup des réseaux sociaux, par exemple, en ce moment, qui sont des réseaux désocialisants, en fait, étrangement, voilà. C'est vrai que parfois, pas parfois, tout le temps, enfin, les gens qui se parlent dans la rue toute la journée et qui se racontent des histoires sont complètement hors des réseaux sociaux et peuvent très bien vivre sans réseaux sociaux. Ce que vous disiez sur la petite histoire qui croise la grande histoire, les histoires humaines tout simplement, c'est un peu votre cinéma, ça aussi, quelque part. C'est la grande histoire vue à travers, à hauteur d'homme, quoi, tout simplement. Mais ça, c'est toujours, je crois que c'est le propre du cinéma, même de la littérature d'ailleurs, ou de tout. Que ce soit réussi quand même. Oui, bien sûr, que ce soit réussi, mais l'art de la narration, c'est ça, je crois. Parce que si on a besoin de raconteurs d'histoire, c'est précisément parce qu'il raconte la grande histoire au niveau de la petite histoire. C'est parce qu'il nous montre comment, effectivement, il y a des répercussions de l'histoire universelle, en fait, dans des lieux plus petits, plus particuliers, plus singuliers, dans des villages, quoi. C'est toujours le rapport entre le village et le monde, quoi. C'est quelque chose c'est le propre de la littérature réussie, vous avez raison. Enfin, de la narration réussie, que ce soit au cinéma, la littérature, au théâtre, même dans tous les arts du récit, quoi, je crois. On était sur ce plateau il y a quelques mois, au moment de la bataille contre la réforme des retraites. Depuis, le texte est passé, elle est de nouveau sur la sellette, cette réforme des retraites. Ça dit quoi de notre société, Robert Guédiguian ? Ce qui est fou, c'est que ça fait autant de temps qu'on parle de ça. C'est dingue. Et que les débats sont quasiment les mêmes aujourd'hui que ceux d'il y a 3 ans. Et ça se joue... Alors justement, je crois que je vois pas comment les électeurs peuvent ne pas se lasser de ça. Je vois pas ce qu'ils comprennent à ça. C'est un vrai souci quand même. D'ailleurs, de surcroît là, il y a une telle technicité des rapports de force dans l'Assemblée nationale, et donc des choses qui se passent qui sont de l'ordre de la Constitution même française, que bon, je pense qu'il y a un désintérêt absolu pour ça. Je veux dire, je crois vraiment que les gens normaux, en fait... Sont désabusés, déjà ? Sont désabusés, mais ils veulent qu'on leur parle de leurs problèms, pas des problèmes techniques de la Constitution. Je veux dire, on n'en peut plus. Est-ce que cet après-midi, est-ce que dans il va y avoir une censure ou pas ? Bon, au fond, ça ne préoccupe pas grand monde. Alors... Néanmoins, il y a quand même des perspectives aussi qui arrivent avec notamment la possibilité d'une nouvelle dissolution dans quelques mois, avec des municipales aussi qui sont d'une certaine manière déjà lancées. Vous qui êtes un partisan de l'entente à gauche, comment vous voyez les fractures qui sont en train de se dessiner ? Ça me désole, ça me déçoit. Mais comme je tiens ce discours depuis des années, alors bon... Il y a des moments où les choses réapparaissent. Évidemment, j'ai aimé la NUPES, j'ai aimé le nouveau Front Populaire, j'aime un peu moins sa dissolution. Enfin, sa dissolution, il n'est pas encore dissous, mais des échecs successifs, et je trouve que l'effort n'est pas assez puissant, en fait, du côté de tous les partis de gauche. Je dis bien de tous les partis de gauche. Tous. Je résiste tous avec une T majuscule. L'effort n'est pas assez, va pas assez en direction de l'union, en fait. Voilà. Il reste un repli de partis. Ce qui est une chose, d'ailleurs, ça aussi. Alors, j'allais dire là, je sais pas, on verra ce que diront les historiens dans quelques années. Mais je pense que c'est à contre-courant de tout ce qui se passe dans le monde dans lequel on vit, quoi. Moi, je me fous de l'existence des partis aujourd'hui, mais complètement, quoi. Alors, il y en a un quand même, Robert Guédiguian. S'il n'y a plus de parti, c'est parce que justement, il n'y a plus de doctrine ou de vision du monde. Alors, s'il n'y a plus de vision du monde, mettons-nous ensemble pour partager quelques idées forces, comme la justice sociale, les services publics, la santé pour tous, l'éducation, la culture, en fait, quelques idées comme ça, qui doivent être d'ailleurs déconnectées de l'économie. L'économie ne peut pas avoir la première place dans cette affaire-là. Donc il faut absolument que ça soit déconnecté, il faut absolument que ça soit pérennisé, sécularisé, on pourrait dire quasiment. C'est l'humain, quoi. Donc, et que
les partis sont de plus en plus ridicules. Mais il y en a quand même un qui réussit à parler, semble-t-il, à l'extrême droite, avec le Rassemblement national. Lui, semble-t-il, a trouvé le ton pour parler à des électeurs qui étaient quelquefois avant des électeurs de gauche. J'imagine que ça doit à la fois vous contrarier, peut-être toujours vous surprendre encore. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Pas grand-chose, simplement continuer à dire à tous les gens, si vous voulez, si la politique vous désintéresse, en fait, et je pense que c'est difficile de leur donner tort, il faut leur dire, ne votez pas alors. Mais pourquoi voter pour quelque chose qui est plein pot dans la politique ? Le Rassemblement national, c'est de la politique depuis toujours. C'est très, très politique. Le Pen vient de mourir. Il a commencé sa carrière, je veux dire, avec dans les années 50, tout le monde le sait, avec Poujade. Bon. Après, ça vous a surpris les hommages qu'il a reçus jusqu'au plus haut niveau de l'État ? Oui, je trouve ça bon. On peut. Bon, quelqu'un qui meurt, c'est quelqu'un qui meurt. On peut d'ailleurs se taire, tout simplement. C'est pas mal de silence devant la mort de quelqu'un. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et du coup, c'est vrai que le Rassemblement national, donc, c'est un parti politique, comme les autres, en fait, qui d'ailleurs a complètement glissé. Regardez comment aujourd'hui Marine Le Pen pleure son père, alors qu'elle le dit d'ailleurs, ce qui est probablement une chose, évidemment, humainement, c'est vrai. C'est-à-dire dire, j'ai jamais autant souffert que je ne me pardonnerai jamais d'avoir exclu mon père de ce parti. Mais ça veut dire quoi? Alors, on parle donc toutes les valeurs de son père. Enfin, évidemment qu'elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé du tout. Donc c'est un parti complètement inscrit en France, etc. Tout ça. C'est pour ça que je dis aux gens, ne votez pas pour ce parti-là. Ce parti-là non plus. Il est comme les autres, il fait de la politique. Voilà, une voix importante, celle de Robert Guédiguian, avec un discours qu'on connaît, qui est identifié. Marseille, on y revient comme filière de cinéma, aujourd'hui comme terre de tournage. Alors, c'est pas à vous qu'on va expliquer la lumière, c'est pas à vous qu'on va expliquer tout ça. Ça va dans le bon sens, cette filière de cinéma qui est en train de voir véritablement le jour, avec des studios à Martigues, avec peut-être une annexe de la Cinémathèque à Marseille également. Ça doit vous rendre fier, j'imagine. Oui, c'est bien. C'est une bonne chose, en fait. C'est une bonne chose pour cette région, pour cette ville, voilà, qui le mérite. Ça crée donc un secteur qui n'était pas du tout celui auquel on s'attendait il y a 30 ou 40 ans ou 50 ans. Ça crée un développement, mais qu'il ne faut pas d'ailleurs, comme font certains Marseillais, qui boudent et qui disent « Ah là là, les choses changent, la ville a changé, c'est plus les mêmes personnes. » L'immigration parisienne, hein, je veux dire, bon. C'est génial qu'il y ait l'immigration parisienne, il faut le prendre comme ça. C'est grâce à cette immigration qu'il y a aussi des emplois, du commerce, des richesses qui s'échangent, du partage, etc., etc. Donc vive l'immigration parisienne, vive les bobos, en fait, voilà. Et je dis toujours, moi, les bobos, ça me fait toujours marrer. On dit toujours les bobos, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Hein. Bon, c'est le diminutif de bourgeois bohème. Bon, évidemment, je préfère les bourgeois bohèmes aux bourgeois fachos, par exemple. Voilà, donc soyons clairs, quoi. Vive les bobos. Et vive les transformations, parce que le monde doit se transformer. Et les jeunes prolos de Marseille qui s'intéressent justement à cette filière qui s'ouvre devant eux, est-ce que vous les encouragez ? Est-ce que c'est pourvoyeur d'emploi ? Est-ce qu'ils peuvent trouver un avenir là-dedans ? Bien sûr. Avant, si vous voulez, un jeune garçon, vous ne pouvez que travailler sur les quais, ce qui était très bien. Mon père y a travaillé, évidemment. Enfin, j'ai des générations d'amis qui ont travaillé sur les quais, qui étaient en classe avec moi, à réparation navale, ou docker. Aujourd'hui, effectivement, ils peuvent être machinistes au cinéma ou ingénieurs du son. Ou, voilà. Ça fonctionne. C'est pas mal, c'est bien aussi. D'ailleurs, c'est même pas ni mieux ni pire. Hein. Je ne les considère pas, évidemment, le travail manuel, surtout pas. Enfin, je veux dire, l'essentiel, c'est qu'il y ait une activité, un travail digne, respectable, voilà, que l'on fasse avec passion. Alors vous tournez relativement beaucoup quand même, hein, parce que c'est votre 24e long métrage, La Pivoleuse, qui sort le 29 janvier prochain. Vous avez déjà une idée du prochain, vous savez ou pas ? Oui, j'ai une idée, j'ai écrit un film qui s'appelle Une femme aujourd'hui, c'est un titre programmatique. Hein. On dirait un titre des années 80 presque. C'est ça, ouais. Ça fait à la fois, ça peut faire un peu nouvelle vague aussi d'ailleurs. Une femme aujourd'hui, hein. Une femme est une femme, de Godard, c'est plus noble peut-être. Hein. Ouais, une femme aujourd'hui. Donc c'est simplement à travers un récit où beaucoup de choses s'entrecroisent, je veux dire effectivement beaucoup d'événements, de surprises, de chocs, de bouleversements. C'est la vie d'une jeune femme, mais qui va se retrouver prise dans toutes les thématiques contemporaines qu'on essaie de ne pas voir ou dont on parle pas tant que ça, ou du moins dont on parle mal. Je veux dire que donc la condition de la femme, la colonie, l'immigration, ce qui nous reste de la colonisation, de nous colonisateurs, voilà, tout ça va se retrouver incarné. Donc on parlait de grande histoire tout à l'heure. Toutes ces histoires-là vont se trouver incarnées à travers quelques personnages, 5 ou 6 comme d'habitude. Et cette femme-là, est-ce que c'est une Marseillaise ? Ah ben non.
Elle est de Narbonne. Non, le film va se passer à Marseille. Hein. L'actrice est de Narbonne. D'ailleurs, oui, je confonds l'actrice et le personnage. Le personnage, effectivement, vit à Marseille. Le film se passera à Marseille. Il pourrait bien sûr se passer ailleurs. Comme je dis toujours, ce récit-là, je pourrais le tourner à Paris, d'ailleurs, ou à Strasbourg, où j'étais hier, pour présenter La Pivoleuse. Mais je tourne à Marseille parce que d'abord, évidemment, parce que je suis Marseillais d'une part, et parce que deuxièmement, ça donne... on va dire que ça donne une forme particulière à un film, bien sûr. Et on revient sur la lumière, l'ouverture sur la mer, les couleurs d'ici, etc. Voilà. Vous avez encore des choses à raconter, Robert Guédillon ? Plein, parce que l'histoire ne s'arrête jamais. Donc c'est vrai qu'on peut, je crois que c'est une manière de respirer, de raconter des histoires. Donc on peut raconter des histoires en permanence. Voilà, le monde change, on raconte de nouvelles histoires, bien sûr. Et je crois qu'on en a besoin. La Pivoleuse, voilà le 24e long métrage de Robert Guédillon qui nous a fait l'amitié d'être dans Rue de la République. Merci beaucoup Robert Guédillon. Merci à Léo Purguette également de la Marseillaise d'avoir été en notre compagnie. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci.